Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite, Combien je vous dois? C'est beaucoup trop cher. l'addition. Une addition avec Régis Le Sommier qui nous rejoint dans un petit instant après une petite panne technique. Un bug. Avec un bug. Un bug. Nous sommes avec Liselotte Dutreuil, Marie Falicon, Maëlys Clausel et puis Adèle Rosser qui se cache derrière la porte. Je ne sais pas ce qui se passe. On l'a vu apparaître, disparaître. Derrière la table, en fait, c'est pour ça que vous la voyez pas. Oh, vous êtes méchant. C'est pas bien de se moquer des petites personnes. C'est une grande personne. Bon, oui, Adèle Rosner, vous êtes une grande personne. Bon, évidemment, on va parler de... il nous rejoint. On va reparler de ce qui s'est passé au Liban ce matin, ce week-end. Le chef du Hezbollah tué par Israël. Et puis désormais le chef du Hamas ce matin au Liban dans une frappe qui a touché Beyrouth. Intramuros, ce qui est quand même nouveau. C'est l'escalade des tensions, c'est la guerre évidemment, mais là on a peut-être dépassé une limite. On va en parler tout de suite avec Régis Le Sommier qui nous rejoint. Bonjour Régis. Pour Maud. Régis Le Sommier, j'ai introduit un peu le sujet, mais je pense que vous allez peut-être amorcer avec un édito. Oui, amorcer avec un édito. Alors, très intéressant parce que ce matin, en fait, on en sait un petit peu plus sur la façon, je voulais m'attarder là-dessus, on a beaucoup parlé de Nasrallah, on a beaucoup parlé de l'assassinat, mais on a moins parlé en revanche de la façon dont les Israéliens s'y sont pris pour infiltrer le Hezbollah et pour obtenir autant de résultats depuis l'affaire des beepers, vous vous en souvenez, jusqu'à l'assassinat du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Les Israéliens ont obtenu une série de succès en décapitant littéralement le mouvement. Et j'ai obtenu la confirmation de cette information ce matin, que les Israéliens hier auraient visé et tué Maher al-Assad, c'est-à-dire le chef de la 4e division blindée syrienne et le frère de Bachar el-Assad. Donc c'est aussi encore c'est pas simplement le Hezbollah, c'est aussi les alliés du Hezbollah, le IRGC, enfin les gardiens de la révolution iranienne, même certains membres des Houthis. Il y a eu un crash d'hélicoptère un peu suspicieux aussi ce week-end. Donc bref, une série de succès liés au renseignement, liés à une approche faite par les Israéliens depuis plusieurs années et qui aujourd'hui est en voie d'être réalisée. Alors, ce dont on se rend compte, c'est, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'il faut revenir un petit peu à la guerre précédente entre le Hezbollah et Israël, c'est-à-dire en 2006. En 2006, c'est bien les Israéliens avaient, on se souvient, fait des incursions au Liban Sud, avaient complètement bombardé d'Arquier, justement l'endroit où Nasrallah a été tué la semaine dernière, c'est-à-dire le fief du Hezbollah au Liban Sud, et avaient donc tenté par 3 fois d'assassiner le leader du parti chiite. Il s'y était pris la première fois, Nasrallah avait réussi à s'échapper, n'était pas là à l'endroit où les Israéliens avaient quitté l'endroit, et les deux fois suivantes, et là ils ont appris beaucoup, c'est que Nasrallah se trouvait dans des bunkers très profondément enterrés. Les Israéliens avaient mal évalué justement la capacité justement du leader chiite de se dissimuler, et donc ils ont appris un petit peu de leurs échecs. À l'époque, c'était Ehud Olmert, le premier ministre israélien, qui avait donné l'ordre, et Israël s'était retiré au bout de 34 jours du Liban Sud. Ça avait été un véritable succès pour le Hezbollah, qui devenait la résistance à Israël après avoir chassé également l'armée israélienne du Liban Sud en l'an 2000. Donc, si vous voulez, on arrivait à la fin de cette guerre à l'apogée du Hezbollah. Ce qui s'est passé ensuite est extrêmement intéressant parce que ça va faire le lien avec Maher al-Assad et la Syrie. En 2011, vous le savez, en mars 2011, la guerre civile syrienne va évidemment durer pendant 10 ans. Elle va attirer l'attention du monde entier et le Hezbollah va venir aider les Syriens dans cette guerre. Alors, il va les aider comment? Militairement, en envoyant d'abord des conseillers comme les Iraniens et ensuite ces combattants. Ces combattants ont combattu dans cette guerre en Syrie. Ils ont obtenu d'ailleurs des victoires. En 2013, on se souvient de la bataille pour Koussaïr, qui a été la première grande reconquête des armées de Bachar el-Assad grâce au Hezbollah sur les insurgés syriens et les djihadistes. Et le Hezbollah s'est battu ensuite un peu partout. Il s'est même battu au Liban, au
aux côtés de l'armée libanaise, c'est-à-dire à Herzl, il y a une grosse bataille à Herzl, et également dans les montagnes du Kalamoun. Donc le Hezbollah a déployé sa puissance, a dû, et c'est là que va commencer la première de ses faiblesses, il a dû recruter beaucoup de combattants. Alors en recrutant beaucoup de combattants, eh bien, on a une discipline, la discipline et le culte du secret qu'avait l'organisation, mais qui va un peu s'édulcorer. On est obligé de prendre des gens sur lesquels on a moins confiance. Et pour les services de renseignement israéliens, ça a été une aubaine, c'est-à-dire une aubaine de pouvoir prendre des gens qu'on pouvait corrompre plus facilement, qu'on pouvait acheter également, et donc d'avoir une vision plus grande de ce qui se passait au sein du Hezbollah. Également, en prenant contact avec les militaires russes à partir de septembre 2015, les militaires syriens, eh bien le Hezbollah a échangé beaucoup, et ces groupes-là, la Syrie, les Russes, étaient espionnés par les Américains à l'époque et également par les Israéliens. Donc ça a fait un réseau de communication sur lequel évidemment les Israéliens ont pu se pencher, ils ont pu en connaître davantage sur le Hezbollah, et c'est là où ils ont choisi une approche complètement différente. C'est-à-dire au lieu de s'intéresser simplement à la force militaire, ils se sont intéressés au groupe dans son ensemble pour en comprendre la psychologie, pour comprendre comment ces chefs fonctionnaient, comment le recrutement pouvait se faire. Et donc cette guerre de Syrie qui a permis au Hezbollah d'acquérir une expérience militaire considérable, eh bien cette guerre de Syrie, elle l'a aussi fragilisée auprès du renseignement israélien. Après, il y a d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte, notamment, c'est pas pour rien qu'on a appelé pendant longtemps Israël la Startup Nation, qui a développé les nouvelles technologies de façon absolument incroyable, et évidemment leurs applications militaires. Et on peut dire, par exemple, que pour observer le Liban Sud, eh bien, pendant les 15 dernières années, les Israéliens ont mis au point des logiciels qui montraient absolument toutes les constructions nouvelles dès qu'une extension dans une ferme était faite, potentiellement une cache d'armes, potentiellement une position de tir ou un silo de missiles du Hezbollah, eh bien, Israël arrivait à le cartographier, et c'est comme ça qu'ils ont réussi, grâce à leur frappe, en partie, à limiter le potentiel du Hezbollah. Attention, le Hezbollah a encore énormément de potentiel. On estime que les frappes israéliennes ont détruit entre 25 et 30% de ce potentiel pour le moment. Donc, le Hezbollah a toujours ses combattants, il a toujours ses 100 000 hommes, mais il se sait aujourd'hui épié. Tous les ennemis d'Israël savent que dans leur téléphone, quelque part, alors ils n'utilisent plus, on imagine, les beepers, mais dans tout leur système de communication, eh bien, il faut qu'ils reviennent à l'âge de pierre, qu'ils communiquent avec des pigeons ou qu'ils se débrouillent différemment, parce que aujourd'hui tout ça, c'est surveillé, et potentiellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les adversaires d'Israël savent que à tout moment, l'État d'Israël peut frapper, et c'est un avantage psychologique énorme. Merci beaucoup, Régis Le Sommier. L'addition. Marie Fallico, une première question peut-être. Et oui, vous l'avez dit, Régis Le Sommier, tous les alliés du Hezbollah sont fragilisés avec ces frappes victorieuses pour Israël. Donc évidemment le Hamas, les gardiens de la révolution pour l'Iran, les Houthis du Yémen, et vous avez évidemment parlé de la Syrie avec la mort de Maher el-Assad. Est-ce que tous les alliés justement du Hezbollah, est-ce que pour eux cet événement va les décourager d'une certaine manière ou au contraire renforcer leur détermination? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont vraiment encore une capacité de frappe? Alors, la capacité de frappe, elle est très difficile à déterminer. J'ai expliqué dans le précédent édito que oui, il y avait une certaine désorganisation. Je ne pense pas du tout que ça va, dire aux combattants du Hezbollah, non, maintenant on va arrêter, on va faire autre chose, on va revenir à nos activités précédentes. Pas du tout. Je pense que il y a évidemment un désir de vengeance. Alors avec dans l'équation à prendre en compte une information importante qui est que l'Iran est à vraiment, on va dire, H-1 d'obtenir la bombe atomique. Donc, l'Iran attend justement, c'est aussi ce qui peut expliquer que l'Iran n'est pas en position de force aujourd'hui pour riposter et ne souhaite pas vraiment riposter, ni même avant ne souhaiter s'impliquer dans cette guerre. Si vous voulez, quand il y a eu l'opération sur Gaza, quand il y a eu le 7 octobre, eh bien, les Iraniens ont regardé ça en disant oui, on va appuyer le Hamas, le Hezbollah a appuyé le Hamas, a déclenché une guerre larvée, on va dire, avec Israël pendant 1 an
sur la frontière nord, guerre qui a effectivement provoqué la fuite des habitants du nord d'Israël. Et ça, c'était un des objectifs de Netanyahou, c'est de faire en sorte qu'il puisse revenir donc dans cette attaque du Hezbollah. Mais ce qu'on remarque, c'est que et le Hezbollah et l'Iran ont fait le service minimum. D'ailleurs, c'est très intéressant, c'est qu'il y a quelques mois, le Wall Street Journal publiait des échanges qui ont été interceptés et aussi des courriers envoyés aux émissaires, vous savez, les émissaires qui négociaient la libération des otages israéliens, des courriers attribués à Yahya Sinwar. Yahya Sinwar, c'est l'actuel chef du Hamas, celui qui se terre dans les tunnels et qui contrôle l'organisation. Eh bien, Yahya Sinwar, d'ailleurs, dans ses courriers, disait qu'il était un peu déçu du fait que, justement, et le Hezbollah et l'Iran faisait un service minimum, qu'il aurait souhaité lui aussi déclencher une guerre générale, c'est-à-dire faire en sorte que ces deux alliés s'impliquent plus, et qu'en réalité, ce qu'il constatait, c'est que le Hamas restait un petit peu tout seul dans ce combat. Donc, c'est intéressant de voir que et l'Iran et le Hezbollah ne souhaitaient pas aller davantage à l'aide de leurs alliés. Bien sûr, le Hezbollah a combattu les forces israéliennes. Il y a eu à peu près 500 combattants du Hezbollah qui ont été tués en un an. C'est quand même assez considérable. Et il y a eu des échanges de tirs, des bases qui ont été détruites de part et d'autre. Mais il n'y a pas eu je pense que le Hamas aurait souhaité que le Hezbollah envahisse le nord d'Israël pour justement soulager l'effort et faire en sorte que Tsahal ne puisse pas soit contrainte de se partager et donc de relâcher son effort sur Gaza. Ça ne s'est pas produit. Pourquoi ? Je pense que c'est parce que l'Iran est dans une perspective où ses recherches l'amènent près de l'arme nucléaire et qu'une fois que l'Iran aura l'arme nucléaire, si elle l'a un jour, parce qu'on sait que c'est un casus belli pour Benjamin Netanyahou notamment et les faucons israéliens, ils ne veulent absolument pas que l'Iran ait l'arme nucléaire parce que évidemment ça crée un sanctuaire, ça crée une entité qu'on ne peut plus attaquer. Sauf évidemment à déclencher une guerre nucléaire. Donc le problème, il est là, c'est que l'Iran n'est pas en capacité aujourd'hui de répondre parce qu'ils ne se sentent pas assez protégés. Et les déconvenus liés aux renseignements tels que je les ai décrits ne vont pas évidemment améliorer cet état de fait. Là, la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est Israël va-t-il ressentir le besoin d'envahir à nouveau le Liban Sud ? Parce que là, encore une fois, c'est dans l'ordre des possibilités. Est-ce que Israël estime que le travail contre le Hezbollah a été suffisamment fait? C'est pas sûr. J'ai expliqué qu'il y a encore 100 000 combattants du Hezbollah, qu'il y a encore des commandants intermédiaires qui sont extrêmement efficaces et aguerris, puisqu'ils ont participé aux opérations en Syrie. C'est des gens qui sont capables de monter des opérations offensives. Ce n'est plus simplement une guérilla, c'est-à-dire que le Hezbollah d'aujourd'hui n'est pas le Hezbollah de 2006 dont je parlais avant. Oui. C'était une organisation issue de la guérilla. On est face à un groupe armé qui aujourd'hui, on peut considérer comme le plus puissant des groupes armés hors État au monde. Donc la vraie question pour Israël, c'est envahir le Liban Sud, mais pour quel résultat ? Pour amoindrir le potentiel du Hezbollah, comment le détruire vraiment sur le terrain, mais à quel prix également ? Parce que c'est évidemment une opération qui sera très coûteuse en hommes, qui sera très coûteuse en matériel. Et donc Israël, on le sent, hésite et souhaiterait pouvoir régler cette question du Hezbollah uniquement par la voie des frappes aériennes, des drones et tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Peut-être un dernier mot sur le nucléaire, je trouve ça intéressant. Au-delà de sanctuariser bien sûr l'Iran, est-ce que demain, si l'Iran possédait la bombe atomique, est-ce qu'il pourrait justement rentrer dans cette dimension de guerre nucléaire ? Est-ce qu'il pourrait rayer purement et simplement ce qu'ils appellent le petit Satan, évidemment, Israël, de la carte, tout simplement ? Alors ça a été une des vraies discussions qui ont eu lieu d'ailleurs au niveau de l'état-major et des services de renseignement pendant des années, au niveau des services de renseignement israéliens. Vous savez, vous avez les faucons et en Israël, il y a une grande liberté de parole au niveau des chefs militaires, notamment c'est un peu comme chez nous, quand un chef militaire n'est plus d'active, il parle beaucoup et beaucoup d'anciens commandants du Mossad ou d'anciens chefs du Shin Bet, de la sécurité intérieure ou même d'anciens militaires considèrent que l'Iran n'est pas
pas, à la différence de Netanyahou, est une nation dangereuse, certes, mais qui n'est pas suicidaire. Et que l'Iran, effectivement, cherche à obtenir cette protection. L'Iran cherche à développer officiellement son nucléaire civil. Attention, il n'est pas question, mais depuis que les États-Unis, sous la férule de Donald Trump, se sont retirés du JCPOA, c'est-à-dire des accords sur le nucléaire iranien, il est beaucoup plus difficile d'observer pour l'Agence internationale de l'énergie atomique d'observer ce que font réellement les Iraniens. Et on sait très bien qu'en réalité, in fine, ils vont, et leur recherche aujourd'hui, leur capacité d'enrichissement de l'uranium les mène sur la voie de l'obtention d'une bombe atomique. Mais s'ils ont une bombe atomique, c'est pour très certainement se sanctuariser et non pas rayer Israël de la carte. Je vous dis, ça, c'est pas mon avis à moi, c'est l'avis d'un certain nombre de personnes qui ont été aux commandes en Israël, c'est l'avis d'un certain nombre d'acteurs également, et les faucons israéliens, eux, considèrent, oui, que si l'Iran obtient la bombe atomique, eh bien, l'Iran sera capable de frapper Israël. Isa Dutruy. Oui, Régis Le Sommier, on recevait la semaine dernière Antoine-Joseph Assaf qui nous parlait justement du rôle du Hezbollah au sein du Liban. Alors on comprend à travers vos paroles que le Hezbollah est loin d'être mort et qu'il n'est pas aussi affaibli qu'on pourrait le penser vu d'ici. Néanmoins, on peut comprendre quand même que ce soit un sacré coup de perdre justement sa tête. On imagine qu'il va être assez déstabilisé. Est-ce que l'armée libanaise pourra en profiter pour prendre le relais ? Antoine-Joseph Assaf nous disait justement qu'Israël attendait de voir le rôle que l'armée libanaise pouvait jouer et même calmer ses velléités le jour où ça arriverait. Est-ce qu'aujourd'hui, l'armée libanaise est capable de défendre les intérêts du Liban autant que le Hezbollah, voire plus voilà. Alors écoutez, cette histoire de l'armée libanaise, faut voir d'abord, considérons l'état du Liban aujourd'hui. C'est-à-dire que au-delà de cette crise et bien avant cette crise, le Liban est dans une situation de précarité. C'est un pays qui a du mal à retrouver un équilibre politique, notamment depuis l'explosion en août 2020 de cette fameuse explosion qui a rayé de la carte le port de Beyrouth et la crise dans laquelle le pays a été plongé, une crise financière énorme. C'est un pays qui est sous tutelle, qui est complètement dépendant finalement des aides étrangères, même si elles étaient limitées justement à cause de la puissance du Hezbollah, notamment du FMI et autres. Donc le Liban est un pays sous perfusion. Donc l'armée libanaise, c'est pas une mauvaise armée, l'armée libanaise, mais l'armée libanaise, il faut voir qu'elle a longtemps travaillé, et notamment pendant la période, ce que j'appellerais la période djihadiste, c'est-à-dire, j'évoquais la question d'Herzl et du Kalamoun récemment, en 2014-2015, quand le Hezbollah a pris en main les choses et a combattu aux côtés de l'armée libanaise, bien souvent, le Hezbollah avait le lead. Les deux entités ont combattu de concert pour préserver l'unité du pays. On peut dire que sans ces interventions-là, le Liban, comme la Syrie, aurait probablement sombré dans une forme de guerre civile avec des djihadistes prenant des pans entiers, des portions entières du pays. C'était une possibilité à l'époque et ça ne s'est pas fait grâce à ce travail conjoint entre l'armée libanaise et le Hezbollah. C'est donc deux entités qui, je vais dire, culturellement, même si elles apparaissent, évidemment, elles n'ont pas du tout la même structure sur le papier, mais elles ont quand même des relations très importantes les unes avec les autres. Et je ne crois pas que pour l'armée libanaise, aujourd'hui, d'abord que l'armée libanaise soit en mesure de prendre la place du Hezbollah ou de le contrôler. Donc, ça va être très difficile. C'est très, très intéressant de voir. Moi, si je vous dis ça, c'est parce que j'ai parlé avec des généraux libanais, notamment un qui s'était illustré, Chemeroukos, qui s'était illustré notamment dans la bataille d'Herzl. Et c'est des gens, je me souviens de des discussions que j'ai pu avoir, je parle de ça remonte à il y a quelques années, mais pour qui le Hezbollah était un problème, mais n'était pas non plus une organisation hostile. Donc attention au prisme occidental, attention aux projections
c'est toujours très trompeur, cette vision a posteriori qu'on a et tous ces clichés qu'on raconte sur le Liban. J'entendais un de mes confrères, je vais pas le citer là, expliquer sur une chaîne à grande antenne que le Liban était dans un état de guerre civile permanente. C'est absolument faux. Les communautés sont habituées à cohabiter. Il y a des frictions, il y a des problèmes. Mais si vous voulez, le Liban a connu une telle épouvante de guerre civile qu'il a absolument pas envie d'y retourner. Et même si le Hezbollah a une grande capacité de nuisance dans le pays, même si le Hezbollah pose problème, notamment à cause de son arsenal, parce que, si vous voulez, par rapport à la guerre civile, toutes les autres factions ont été désarmées, sauf le Hezbollah qui a conservé ses armes. Ça lui donne un avantage quand même assez considérable dans l'avenir du pays. Et donc, là, on est face à une situation où tout le monde veut quand même s'entendre. On arrive quand même à se mettre autour d'une table. Et le Liban, eh bien, a suivi la guerre de Syrie aussi avec une attention absolument soutenue. Pourquoi ? Parce que d'abord, un des gros problèmes auxquels le Liban fait face aujourd'hui, au-delà du Hezbollah, c'est la question des réfugiés syriens, dont la présence est considérable et dont le nombre est considérable dans le pays, et qui ne veulent pas ou ne peuvent pas retourner en Syrie. Et ça pèse sur la société libanaise qui avait déjà accueilli les Palestiniens. Vous savez, le Liban, on estime quasiment qu'un habitant sur 2 est d'origine étrangère. C'est un peu comme la Jordanie avec les Palestiniens. Un tiers des habitants de Jordanie sont des Palestiniens. Donc tout ça, évidemment, ça donne un écho particulier à toutes les crises qui peuvent exister dans la région, que ce soit Gaza, que ce soit la guerre en Syrie. Le Liban reste un creuset de tout ça, et c'est un pays qui malheureusement reste dépendant de ses partenaires extérieurs, entre certaines factions soutenues par les États-Unis ou l'Arabie Saoudite, d'autres factions soutenues par l'Iran. Donc c'est un pays qui reste un pays de proxy et un pays dans lequel cette guerre peut redémarrer. Mais je peux vous dire que le Libanais de la rue, il n'a pas du tout envie de revoir cette guerre. D'abord, aussi, on dit oui, les Libanais, j'entends ça, oui, détestent le Hezbollah. Oui, beaucoup détestent le Hezbollah, détestent cette capacité, mais ils détestent aussi énormément les Israéliens, dont qu'ils accusent justement de venir les bombarder et de venir semer le chaos régulièrement chez eux. Une petite devinette, Régis Le Sommier, toujours dans l'actualité, qui a dit ce week-end l'axe de la résistance, c'est bien sûr le Hamas, le Hezbollah et les milices chiites en Irak. C'est, je crois, Dominique de Villepin. Absolument, c'est Dominique de Villepin. Est-ce que vous pouvez réagir à cette phrase, Régis Le Sommier ? Écoutez, la vraie question des propos de Dominique de Villepin, moi, c'est des propos qui n'engagent que lui. Et reprendre l'axe de la résistance, c'est reprendre le vocabulaire du Hamas, le vocabulaire du Hezbollah. On n'est peut-être pas obligé, on peut prendre une certaine distance, surtout quand on a été un grand diplomate ou un journaliste, on peut quand même mettre ça entre guillemets. Maintenant, il faudrait que Dominique de Villepin explique que oui, au niveau des populations, c'est perçu comme ça. Que ce soit les Gazaouis ou que ce soit les habitants de Beyrouth Sud, c'est-à-dire des populations chiites, un tiers de la population du Liban, alors pareil aussi. Attention, quand on dit le Liban, les Libanais refusent le Hezbollah, oui, enfin, alors, le Hezbollah est l'émanation politique, sociétale et religieuse d'un tiers de leur population. C'est quand même énorme. Donc on ne peut pas rayer de la carte comme ça ce groupe, on ne peut pas dire... et surtout, sous la férule de Nasrallah, c'est un groupe qui s'est beaucoup impliqué dans la société libanaise, à la différence d'autres chefs du Hezbollah qui étaient beaucoup plus sur la branche militaire. Là, ça va être aussi un vide, parce qu'il est clair que dans ce qui va se passer dans l'avenir, le Hezbollah va évidemment plus se rabattre sur sa partie, ce qu'on appelle les mukawarma, c'est-à-dire la partie militaire, la partie islamiste militaire, plus que sur le mouvement politique qui imprègne la société libanaise, avec des élus, avec des députés, avec un chef du Parlement, etc., etc. Donc on est dans une situation où le Hezbollah va redevenir ce mouvement de guérilla clandestin, ou en tout cas va être moins visible, mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas là. Et donc oui, l'axe de la résistance est perçu par une partie des populations comme étant, oui, le Hamas, le Hezbollah et d'autres groupes. De leur point de vue, c'est vrai. Maintenant, du point de vue d'un diplomate international, on peut regretter quand même que ces affirmations
mériterait quand même un peu plus de nuances. Régis Sommier, il nous reste 2 petites minutes. 2 Français ont été tués dans les attaques de l'armée israélienne au Liban. Le ministre des Affaires étrangères est sur place. Est-ce que ça risque d'impliquer la France dans ce conflit ou pas? Bon, je ne crois pas du tout. Je crois que la France a perdu toutes les cartes au Moyen-Orient depuis la guerre en Syrie. Voilà, on a voulu faire de la morale à une époque face à Bachar el-Assad. On se souvient comment des gens comme Laurent Fabius avaient personnalisé ce conflit, expliquant que Bachar el-Assad n'aurait jamais dû naître. Enfin, des choses comme ça qui n'étaient pas dans le registre de la diplomatie ni dans le registre des intérêts de notre pays, et qu'aujourd'hui on a énormément de mal à reprendre pied dans un pays qui est le Liban, en plus, sur lequel on avait toutes les cartes, puisque c'est notre allié traditionnel. Si vous voulez, avec le Liban, on a toujours eu des relations quasiment familiales, et qu'on a énormément de mal aujourd'hui. Et Emmanuel Macron a tenté, lui aussi, après justement cette fameuse explosion du port de Beyrouth, lorsqu'il s'était rendu sur place, de personnaliser aussi les choses et d'expliquer qu'il allait solutionner. Vous savez, on ne peut pas solutionner. Quand on est au Moyen-Orient et qu'on dit « ouais, je vais m'impliquer personnellement », il faut le faire. Si on ne le fait pas, si c'est simplement une déclaration et qu'ensuite on passe à autre chose, ça ne marche pas. Et la France s'est relativement déconsidérée, on va dire, ces dernières années. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas un ministre des Affaires étrangères qui va revenir avec des propositions intéressantes en essayant de s'appuyer sur divers acteurs sur place, et en essayant de faire regagner à la France cette position de puissance médiane, force de proposition, force de solution qu'elle avait. Je parle de l'époque de Jacques Chirac, même de François Mitterrand, où la France avait toujours une voix un petit peu distincte de celle des États-Unis. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à la remorque des États-Unis, quand on nous consulte même plus. Donc, ça va être très difficile. C'est pas impossible. Pour moi, il faut le faire, hein. Et je soutiendrai, comme je soutiens toujours mon pays, je soutiendrai tous les efforts qui seront faits pour que la place de la France dans le monde redevienne ce qu'elle devrait être. Eh bien, merci beaucoup Régis Le Sommier. C'est la fin de cette édition. Merci à tous d'y avoir participé. On vous retrouve la semaine prochaine à la même heure.